Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, nous avons exposé les perspectives de l'économie mondiale sur 20 ans, 25 ans, et la demande énergétique que cela suppose. Alors aujourd'hui, nous allons compléter ces tableaux par l'étude des risques géopolitiques qui peuvent peser sur l'approvisionnement en pétrole. Voici une carte du monde où figurent les principaux pays producteurs de pétrole en 2005. L'Arabie saoudite arrive au premier rang, suivi par la Russie, les États-Unis, l'Iran, le Mexique, la Chine, le Canada et le Venezuela. La capacité de production de ces pays dépend des réserves dont ils disposent, des investissements qu'ils réalisent, mais aussi des risques auxquels ils sont exposés, et il y a plusieurs types de risques. Il y a d'abord le facteur politique interne. Par exemple, au Venezuela, en 2003, la grève de la compagnie nationale a fait chuter la production, ce qui a contribué à faire grimper le prix du baril sur le marché mondial. On a aussi le facteur politique externe. Par exemple, c'est le cas de l'Iran. Ce pays détient 12% des réserves mondiales de pétrole. Or, le développement d'un programme nucléaire à visée militaire est source de tensions avec la communauté internationale. Eh bien, dans ce bras de fer, Téhéran pourrait très bien soustraire une partie de sa production des marchés internationaux pour exercer un chantage. Ce n'est qu'une hypothèse, d'autant que l'économie de l'Iran est elle-même évidemment très dépendante des hydrocarbures, mais ces incertitudes ont déjà contribué à la volatilité des prix sur les marchés pétroliers. Deuxième type de risque, la vulnérabilité des infrastructures. Prenons le cas de l'Arabie saoudite, qui est le pays numéro 1 comme producteur et comme détenteur de réserves. Le pétrole extrait dans la partie est du pays est exporté à travers 3 terminaux. Ras Tanura, qui est à la fois une immense raffinerie et le plus grand port pétrolier du monde, Juaima et Yanbu, situés sur la mer Rouge. Par leur capacité, ces 3 sites saoudiens sont vitaux à l'économie mondiale. Et s'ils étaient la cible d'un attentat, l'approvisionnement du marché mondial serait perturbé avec pour immédiate conséquence la hausse du prix du baril. Je vous signale qu'en février 2006, une tentative d'attentat menée contre le complexe pétrolier d'Abqaiq a été déjouée de justesse par la police saoudienne. Maintenant, il y a le facteur transport. Voici une carte des réseaux d'oléoducs au Moyen-Orient. Une partie du pétrole produit est acheminé par des oléoducs terrestres, mais le réseau peut être soumis au risque de sabotage. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Irak, où les réseaux d'oléoducs subissent directement les conséquences de la guerre. L'Irak exporte environ 20% de moins que son niveau de production au début des années 2000. Maintenant, si on passe à une échelle mondiale, on constate que 60% du pétrole circule par mer, et les tankers sont soumis à un certain nombre de risques. Le risque d'attentat ou de piraterie est faible en haute mer, mais il est réel dans les détroits, qui sont des points de passage obligés du transport maritime. Le détroit d'Ormuz, par où transitent 15 millions de barils par jour, le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit de Malacca en Asie du Sud-Est. Par exemple, par Malacca transitent 80% des exportations de pétrole destinées à la Chine, à la Corée et au Japon, qui sont de gros consommateurs. La sécurisation de ces détroits n'est donc pas seulement un enjeu local, c'est un enjeu global. Le détroit est long de 960 km, il subit depuis longtemps des attaques de piraterie, et les États riverains disposent de moyens de surveillance tout à fait limités. Par exemple, la marine indonésienne ne dispose que de quelques dizaines de bateaux pour contrôler 17 000 îles. Donc, et l'importance et la vulnérabilité du détroit de Malacca expliquent le rôle joué par la marine américaine dans la région. Les États-Unis sont le plus gros consommateur de brut au monde, avec un quart de la consommation mondiale, et c'est aussi le seul État capable d'assurer une forte présence militaire qui s'appuie à la fois sur la 7e flotte, qui est basée à Yokosuka au Japon, sur la 5e flotte, qui est basée à Bahreïn, et sur quelques bases comme Guam ou Diego Garcia dans l'océan Indien. Et puis de son côté, la marine française, qui a une base à Djibouti, coopère avec les États-Unis pour contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Cela dit, les attentats ne peuvent pas toujours être évités. On se souvient de l'attaque contre le pétrolier Limburg en octobre 2003, qui naviguait dans les eaux yéménites.
Bien, alors en résumé, on a donc plusieurs facteurs de risque sur la production, sur le raffinage, sur le transport, et chacun d'entre eux peut peser sur les prix. Mais il y a un dernier facteur, c'est le facteur humain. Comment certains États détenteurs d'une rente pétrolière ou gazière peuvent-ils se débrouiller pour si mal la redistribuer? Je vous ai déjà parlé du cas du Baloutchistan. Regardons aujourd'hui le cas du Nigeria. Le Nigeria est la deuxième puissance économique du continent africain, le premier producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne. Il fournit 3% de la production mondiale et le pétrole représente 80% du budget de l'État nigérian. C'est dire le niveau de dépendance, et le pétrole est source de nombreuses tensions. Vous voyez sur cette carte la région du delta du Niger, et plus précisément l'aire des populations Ijo. C'est là qu'opèrent les compagnies pétrolières internationales, notamment Shell, Total, Exxon, mais c'est là aussi que se développent depuis 4-5 ans des mouvements armés qui s'en prennent aux installations et au personnel. On assiste à des enlèvements, à des sabotages, avec des conséquences parfois dramatiques. En mai 2006, des individus qui ont tenté de détourner du pétrole ont fait exploser un oléoduc, causant la mort de 223 personnes. La compagnie Shell est la première concernée dans cette région. Elle a décidé de suspendre les exportations de son terminal de Forcados et de fermer 2 plateformes offshore. Ce qui fait qu'au total, la production du Nigeria dans le golfe de Guinée a baissé de 20% depuis 2004. Alors pourquoi ces tensions? Eh bien, elles sont le fait du mouvement d'émancipation du delta du Niger, c'est-à-dire le MEND, qui est un mouvement qui fédère plusieurs groupes ethniques et politiques, et il réclame notamment une meilleure redistribution des recettes pétrolières et des indemnisations pour les pollutions causées par cette exploitation. Parce que du fait de l'activité de raffinage, le delta du Niger représente le plus grand foyer d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Cette pollution touche non seulement les côtes, mais aussi les nappes phréatiques, donc elle affecte l'activité des pêcheurs et l'activité des agriculteurs. Alors c'est bien la question de la répartition de la rente pétrolière qui est au cœur des revendications. D'abord, répartition entre le Nigeria et les compagnies internationales, mais aussi entre l'État fédéral et les populations qui vivent sur le lieu des ressources, la région d'exploitation. Le président nigérian Obasanjo avait en 2004 annoncé la publication du montant et de la répartition des revenus du pétrole. Eh bien, ces montants n'ont jamais été rendus publics. Alors que peut-on retenir de tout cela? D'abord, nous avons noté que l'organisme Transparency International, qui étudie les niveaux de corruption à travers le monde, a noté 159 pays et a classé le Nigeria au 154e rang. Alors on l'a compris, beaucoup de facteurs coexistent pour la baisse ou l'augmentation du prix du baril. Alors maintenant, il convient de prendre en compte les effets secondaires, mal connus, mal calculés, mais qui ont des impacts négatifs sur les environnements ou sur les populations. Plusieurs initiatives internationales sont apparues pour améliorer la transparence des revenus pétroliers, notamment la campagne Publish What You Pay, qui est soutenue par 300 ONG et qui incite les États producteurs à publier de façon transparente les revenus tirés de l'exploitation pétrolière pour permettre aux citoyens d'être mieux informés des investissements énormes que l'exploration et l'exploitation supposent, mais aussi pour qu'ils puissent réclamer des comptes sur l'utilisation de cette rente pétrolière. En fait, le pétrole et le gaz génèrent des rentes considérables, on l'a compris, ce qui accroît les tensions dans nombreux États producteurs où il n'existe pas ou insuffisamment de droits. On a même parfois l'impression que plus le prix des hydrocarbures augmente, plus ces États deviennent autoritaires. On l'a vu en Algérie, on le voit au Kazakhstan, au Turkménistan, en Russie, au Venezuela. On pourrait les appeler régimes pétro-autoritaires, mais leurs politiques en fait sont protégées par la demande mondiale.